Festival de la question animale, août 2021. Bonjour tout le monde, bienvenue à la 20e édition des Estivales de la question animale. Je suis Elia et on m'a chargé de faire une petite introduction avant le début de la conférence. Tout d'abord, pour rappel, les Estivales de la question animale, c'est un événement qui a lieu du 9 au 22 août et qui propose cette année 96 heures d'activité comprenant des ateliers et une trentaine de conférences dont une vingtaine sont filmées et diffusées en live sur la chaîne YouTube Les Estivales de la question animale. Vous pouvez donc vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, liker les vidéos et les partager un maximum pour augmenter leur visibilité. Pour rappel, les Estivales de la question animale, c'est un événement gratuit pour les participants et les participantes, mais ça ne veut pas dire qu'il ne coûte rien à organiser, puisque l'organisation de l'événement coûte environ 40 000 €. Donc pour soutenir ce projet, en aidant à son financement, on vous invite à faire un don à l'accueil, ou bien sur Hello Asso, via le lien en description de la vidéo. Aujourd'hui, nous sommes avec Thomas Lepelletier, qui va nous présenter sa conférence intitulée « Écraser des insectes pose-t-il un problème moral ?» Thomas Lepelletier, c'est un docteur en astrophysique et également chercheur en histoire et philosophie des sciences. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages philosophiques sur la question animale, tels que L'imposture intellectuelle des carnivores. Et donc sa conférence d'aujourd'hui va porter sur le fait que les antispécistes disent qu'il ne faut pas tuer d'animaux, mais tous les jours, en marchant dans l'herbe ou en circulant en voiture par exemple, ils tuent eux-mêmes des insectes, voire ils peuvent parfois en écraser volontairement, comme des moustiques par exemple. Donc à la fin de cette conférence, on va peut-être se positionner sur le comportement adopté par rapport aux mouches qui nous dérangent dans cette salle de conférence depuis le début des estivales. Donc je vais laisser la parole à Thomas et à la fin de la conférence, il y aura une période de questions-réponses donc qui sera diffusée en live. Et après, si vous avez des questions dans la salle que vous préférez poser hors live, on pourra le faire à ce moment-là. Merci tout le monde et je laisse la parole à Thomas. Merci pour cette introduction et merci pour cet accueil. Je dis bonjour aussi aux gens qui nous écoutent en ligne. Alors, comme vous avez compris, il va être question des insectes et de notre comportement avec les insectes. Et je commencerai par dire que c'est une question difficile, je le reconnais moi-même. Et donc, en général, face à toutes les questions difficiles, je recommanderais à tout le monde de ne pas avoir d'idées trop reçues sur l'attitude à adopter. On est sur une conférence éthique, donc c'est l'attitude à adopter face aux insectes, donc il vaut mieux ne pas avoir trop d'idées reçues et des idées toutes faites. Et d'une manière générale, de toute façon, au-delà de cette conférence, j'en profite pour dire que il ne faut pas avoir trop d'idées. Je suis contre un peu les idées, je vais privilégier les raisonnements. Moi, je me définis un peu comme une personne sans idées. Je n'ai pas d'idées sur plein de choses. Je ne sais pas ce qui est bien, je ne sais pas ce qui n'est pas bien, je ne sais pas ce qu'il faut faire, je ne sais pas quelle action à entreprendre. J'essaye de développer des raisonnements et puis, bon, bien sûr, comme il faut agir dans le monde, par moment, je suis les conclusions de mes raisonnements, mais en adoptant cette attitude, quelque part, je pense qu'on est plus humble parce qu'un raisonnement, on peut le discuter, le critiquer, alors qu'une idée, c'est une idée. Je pense que c'est... Voilà. Quelque part, la discussion s'arrête. Et dans le raisonnement est ouvert, bien sûr, à la discussion et donc éventuellement même à la réfutation. Et donc, ce que je vais proposer là, j'en suis tout à fait conscient, ça va être ouvert à des critiques et à des réfutations et elles sont bienvenues d'une manière générale. Et je pense que c'est l'attitude qu'il faut avoir sur les sujets, surtout s'ils sont difficiles. Alors, pour aborder cette question qui est difficile, je vais être obligé de faire un peu un retour sur les fondements de l'éthique d'une manière générale. Donc, une bonne partie de la conférence ne va pas porter sur les insectes, donc ne soyez pas surpris. Tout le début, je vais essayer de définir des positionnements éthiques. Et à partir de là, quand j'aurai bien établi les bases, je verrai comment on peut aborder la question des insectes. Alors bien sûr aussi, dernier préambule, une conférence comme ça, je suis obligé de simplifier beaucoup la problématique. Comme je l'ai dit, elle est complexe.
Donc il y a bien sûr des simplifications, et comme il y aura des simplifications, il y aura forcément des objections possibles et potentielles, j'en suis conscient. Mais je ne vais pas me défiler, je vais à la fois simplifier et arriver à une position. Alors tout en une position tranchée d'une certaine manière. Donc bien sûr, je suis tout à fait conscient qu'en prenant en compte certains cas de figure que je n'aurais pas évoqués, on pourra soit éventuellement nuancer mon propos, soit le mettre à mal. Mais bon, c'est le pari de la simplification, et au moins pour faire avancer le débat. Alors, ce préambule étant fait, j'en arrive au cœur du sujet. Donc la question de notre comportement envers les insectes est une question qui me paraît fondamentale. Dans les milieux animalistes, en général, on considère que toutes les vies ont la même valeur. C'est ce qu'on entend souvent, toute vie a la même valeur. La vie d'un cochon vaut la vie d'un être humain, la vie d'une poule vaut la vie d'un être humain aussi. C'est un petit peu une idée qu'on entend souvent et qu'il faut protéger toutes les vies. Et alors tout de suite, ça pose un problème très pratique. Puisque, comme vous le savez, comme ça a été dit en introduction, nous tous, que nous soyons animalistes ou pas, nous écrasons beaucoup d'insectes, alors que ce soit en voiture. Et alors ça pose un problème, parce que si finalement toutes les vies ont la même valeur, finalement ça serait presque aussi grave d'écraser un insecte que d'écraser un être humain. Et donc finalement, est-ce qu'on n'est pas dans une situation de catastrophe morale finalement tous les jours quand on prend une voiture, ou même quand on fait du vélo, ou quand on marche dans l'herbe, puisqu'on écrase aussi des insectes quand on marche dans l'herbe? Est-ce que finalement nous ne serions pas des êtres fondamentalement immoraux de continuer à rouler en voiture ou en vélo, ou même de marcher dans l'herbe, etc. Donc ça pose un problème fondamental, et je pense qu'il faut l'adresser. Il est en général peu adressé dans les milieux animalistes. Et donc c'est cet enjeu que je vais essayer de décortiquer devant vous. Et j'en profite quand même pour faire une petite remarque sur laquelle une problématique que je ne vais pas développer, ou un paradoxe que je ne vais pas développer, que je vais peut-être évoquer rapidement en fin de conférence, mais c'est juste une petite remarque par rapport à la première vignette. Vous voyez donc l'automobiliste en 1998 et l'automobiliste en 2021. On entend souvent dans les médias un certain nombre de personnes qui disent que finalement la société moderne est une société catastrophique ou extrêmement déplorable dans son comportement, puisqu'elle tue beaucoup d'insectes, et elle entraîne la disparition, ou du moins la diminution du nombre d'insectes. Et ils mettent en exemple, vous voyez, la situation en 1998 où quand on prenait une voiture, on écrasait beaucoup d'insectes. Et en 2021, on en écrase beaucoup moins. Et ils vont présenter ça à la fois comme une catastrophe, tout en disant qu'il n'est pas bien de tuer des insectes. Alors, c'est un paradoxe, puisque finalement, s'il n'est pas bien de tuer des insectes, c'est la question qu'on va aborder, mais on est en 2021 dans une situation, on pourrait dire, préférable, puisque en 2021, on ne tue plus d'insectes. Donc finalement, il faudrait se réjouir de la situation actuelle du monde, puisque on ne tue beaucoup moins d'insectes maintenant qu'avant. Et donc les gens qui se plaignent de la disparition des insectes, c'est-à-dire qu'ils se réjouissent des années 1998, où à chaque fois qu'on prenait une voiture, on écrasait beaucoup d'insectes. Vous voyez, un paradoxe auquel je vous laisse réfléchir, mais qui ne fera pas le cœur de ma conférence. Alors, comme je vous l'ai dit, on va revenir un petit peu sur les principes de l'éthique. Alors, je ne vais pas, bien sûr, revenir en profondeur sur ce que c'est que l'antispécisme, puisque ici, nous sommes dans un lieu où il y a beaucoup d'antispécistes, donc je vous fais confiance pour savoir un peu ce que c'est. Et je veux quand même rappeler juste la base. L'antispécisme, je dirais, donc c'est une doctrine qui considère que l'espèce n'est pas un critère moral. Donc fondamentalement, l'antispécisme, c'est un principe, moi j'appellerais, de non-discrimination arbitraire. Et je pense que souvent dans les débats, on oublie le mot arbitraire qui est fondamental.
la discrimination, elle est importante, la discrimination dans la vie. Je suis pour la discrimination, je ne veux pas que, par exemple, on donne le droit de conduire à tout le monde. Vous voyez, il faut que le droit de conduire soit donné aux gens qui ont montré qu'elles étaient capables de conduire. Donc je suis pour une société qui fasse de la discrimination. Par contre, il ne faut pas que cette discrimination soit arbitraire. Il faut qu'il y ait un lien entre l'interdiction de conduire et la capacité à conduire. Et ça montre aussi, vous voyez, donc j'ai utilisé le mot capacité à conduire, ça montre aussi qu'on entend souvent dans les milieux animalistes que l'antispécisme ne serait pas un capacitisme. Alors, j'ai un peu du mal à comprendre ça. L'antispécisme est un capacitisme, parce que l'antispécisme, bien sûr, accepte les discriminations, et les discriminations doivent se faire sur des capacités. Donc, c'est un capacitisme, et puisqu'on va parler des insectes, on va bien sûr prendre en compte les capacités des insectes à avoir tel ou tel comportement ou telle sensation. Donc c'est un capacitisme, l'antispécisme, mais ce qu'il essaye de récuser, c'est toute discrimination arbitraire. Alors s'il veut éviter une discrimination arbitraire, l'antispécisme, il a été obligé, pour éviter le côté arbitraire, il a été obligé de chercher des critères de ce qu'on appelle de considération morale. Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il a été quelque part obligé de se tourner vers ce qu'on appelle le critère de la sentience, parce que finalement, pour éviter le côté arbitraire dans la façon dont on va considérer les êtres vivants qui nous entourent, on dirait l'élément minimal, l'élément fondamental, c'est qu'il faut que ce que je vais faire à quelqu'un, il faut que ça lui importe. Et il faut que quelque part ça le touche d'une certaine manière, donc il faut qu'il ait cette capacité à ressentir positivement ou négativement ce que je vais lui infliger. Et c'est pour ça que on dit souvent que l'antispécisme est un pathocentrisme ou un sentientisme, puisque finalement il y a un certain nombre d'êtres de vivants sur cette planète qui, quelque part, ce qui leur arrive leur importe. Et c'est cette idée-là, à travers la notion de pathocentrisme ou de sentientisme, c'est qu'il faut que ce qui m'arrive m'importe. Et je suis un être sentient si je suis bien sûr capable de souffrir et capable d'avoir du plaisir. On oublie souvent le plaisir, qui est quand même quelque chose d'important dans l'éthique. Et au-delà, à travers le plaisir, vous voyez, c'est cette idée, il faut que j'ai un sens de moi-même, un sens de mon individualité. Alors, l'antispécisme, donc, c'est un pathocentrisme, et c'est ce qui va faire donc le cœur de notre approche de la question des insectes. C'est donc une nécessité pour éviter le caractère arbitraire des discriminations, mais ça pose un problème. Ça pose un problème puisque dans la nature, cette idée qu'il y a des êtres qui ne sentent rien et qu'il y a des êtres qui ressentent quelque chose, on peut penser, je dis bien on peut penser parce que tout est bien sûr sujet à discussion, mais on peut penser que ce n'est pas une caractéristique ou une capacité binaire. Il n'y aurait pas dans le monde vivant des êtres qui sentiraient quelque chose et des êtres qui ne sentiraient rien. On peut penser qu'il y a des êtres qui ont des amorces d'un sentiment d'individualité, des amorces de sensations négatives ou des amorces de sensations positives. Alors j'ai fait un schéma là extrêmement simplifié où je mets en axe des abscisses l'axe de la sensibilité, de la sentience d'une certaine manière. Alors je mets à l'extrémité les plantes. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de questions à part dans des débats télévisuels. Les plantes n'ont pas de sentience, donc elles n'ont aucune sentience, et je mets à la droite de mon axe horizontal, je mets bien sûr un certain nombre d'animaux pour lesquels bien sûr on ne considère qu'il n'y a pas de discussion sur leur sentience. Et alors je fais la considération morale, je l'ai fait, vous voyez, en deux catégories, parce que les êtres qui ne sont pas sentients d'une manière, comme les plantes, on ne va pas les considérer moralement. Les êtres sentients, il faut les considérer moralement à égalité. Vous voyez, il n'est pas question de moins considérer les intérêts des poissons par rapport aux intérêts des cochons. Mais
le problème, vous voyez, donc s'il y a une espèce de continuité dans la sentience à un moment, comment considérer, où mettre la distinction entre les êtres qu'on va considérer sentients et les êtres qu'on va pas considérer sentients? Alors on pourrait dire il faut qu'il y ait un seuil. Vous voyez, un seuil, les êtres qui sont à gauche de ce seuil, on va pas les considérer moralement. Les êtres qui sont à droite de ce seuil, on va les considérer moralement. Alors, où placer ce seuil? Ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est qu'on se retrouverait avec des individus, des êtres vivants qui seraient juste, vous voyez, à gauche du seuil, qu'on considérait, on va dire, ils n'ont pas assez de sensibilité pour qu'on les considère moralement. Puis des êtres qui seraient juste à droite du seuil, on les considérerait moralement. Il y a un petit côté là aussi arbitraire. Alors, on est un petit peu coincé. Vous voyez, c'est quand même une des difficultés d'avoir eu un principe, donc le principe antispéciste, je recherche à éviter l'arbitraire. Alors, pour diminuer l'arbitraire, on pourrait complexifier un petit peu. Alors, c'est des schémas, bien sûr, très simplifiés. On peut les complexifier. Hein. C'est juste pour vous donner une idée. On pourrait même, vous voyez, entre mes deux droites horizontales orange, on pourrait faire une courbe continue. Mais ce que je voulais, on pourrait aussi imaginer un système avec deux seuils. Il y aurait les individus à gauche du seuil 1 qu'on ne considérerait pas moralement, les individus à droite du seuil 2 qu'on considérerait moralement, et puis il y aurait des êtres intermédiaires qu'on considérerait moralement, mais quelque part qu'on considérerait moins moralement. Alors, considérer moins moralement, ça veut dire quoi? Parce que ça veut dire simplement qu'en cas de conflit, parce qu'il y a des conflits dans le monde vivant, en cas de conflit, quelque part, on serait légitimé à privilégier certains êtres parce qu'ils sont, on veut dire, plus sensibles, ils ont plus de capacités, plus affirmés à sentir la douleur ou à ressentir le plaisir. Alors, bien sûr, la grande question, c'est où placer les insectes. On ne sait pas où placer les insectes. Alors, je ne suis pas là pour vous faire un cours de neurologie, mais même les spécialistes ne savent pas exactement si les insectes sont sentients ou pas. Et même, je dirais, tous ces débats sur les insectes, c'est des débats compliqués. Il ne faudrait pas parler des insectes en général. Il faudrait parler d'abord des différents types d'insectes. Entre un moustique et une abeille, il y a quand même des grandes différences. Si l'abeille, on pourrait penser qu'elle est sentiente, le moustique, c'est beaucoup plus délicat. Vous voyez, donc il ne faudrait déjà pas parler des insectes en général, il faudrait parler par espèce d'insectes, mais même, il ne faudrait pas forcément non plus parler par espèce d'insectes, il faudrait parler par individu finalement, puisque c'est ça qui est au cœur de l'antispécisme. Mais bon, par simplification, on va dire les moustiques, comme si tous les moustiques étaient identiques, on va dire les abeilles, comme si toutes les abeilles étaient identiques, alors qu'on sait très bien que cette approche par espèce n'est pas pertinente, mais c'est par facilité de langage. Mais voilà, donc on est juste gardé, donc par rapport à ce que je vais dire après, garder en tête cette idée que les insectes, finalement, on ne sait pas trop où les placer, puis en fonction des insectes, on ne sait pas s'il faut les considérer moralement ou pas. Alors, dans cette situation, il y a souvent un certain nombre de personnes qui disent « Oui, on va appliquer un principe de précaution. On ne sait pas s'ils sont sentients, mais il se peut qu'ils soient sentients, donc il vaut mieux, on a tout intérêt à considérer qu'ils sont sentients. » C'est un petit peu le principe de précaution dont il est beaucoup question dans la société pour d'autres problématiques. Mais ce principe de précaution, il a des limites. Le principe de précaution, ça va, il faut l'appliquer quand, on dit, ça ne mange pas de pain d'une certaine manière, pour prendre une expression vulgaire, mais familière plutôt. Mais le problème, c'est quand vous avez des conflits d'intérêts. Vous voyez, conflit d'intérêts, si, pour prendre un exemple bateau, vous devez sauver un être dont la sentience, la sensibilité est avérée, et un être dont la sensibilité n'est pas avérée, et que vous ne pouvez pas sauver les deux en même temps, là, la question se pose, puisque là, le principe de précaution, j'ai quelque part, vous auriez intérêt, on pourrait dire, à sauver la personne dont la sensibilité est avérée, plutôt que la personne dont la sensibilité n'est pas avérée. Vous voyez, entre sauver un caillou de la fournaise et sauver un être humain de la fournaise, on va dire non, il vaut mieux sauver l'être humain parce que le caillou, il s'en fiche. Mais il se pourrait que pour l'insecte, ça soit la même chose. Vous voyez, donc le principe de précaution, il est très bien tant qu'il n'y a pas de conflit, tant qu'il n'y a pas de tension, tant que ce que vous faites en faveur des êtres dont la sensibilité est incertaine ne nuit pas
aux êtres dont la sensibilité est avérée, mais si ce que vous faites en faveur des êtres dont la sensibilité est incertaine nuit aux êtres dont la sensibilité est avérée, ça peut poser un problème moral. Donc là aussi, comme je voulais, donc on y reviendra, mais prendre le principe de précaution, il faut le prendre avec précaution. Je vous disais tout à l'heure que l'antispécisme était un principe de non-discrimination arbitraire. Un des premiers problèmes auxquels était confronté l'antispécisme, c'était que, justement, se baser sur le critère de la sentience, ça posait un problème pour certains êtres vivants, pas pour tous, hein, mais pour certains êtres vivants. Un deuxième problème avec l'antispécisme, c'est qu'en gros, l'antispécisme ne nous dit rien sur la façon dont nous devons agir. D'accord ? L'antispécisme n'est pas une éthique. Il ne faut jamais oublier ça. L'antispécisme ne nous interdit pas de manger du cochon. On pourrait très bien considérer que la faim, enfin le fait d'avoir faim, justifie que je mange du cochon. Rien dans l'antispécisme me dit que je n'ai pas le droit de manger du cochon. Ce que va me dire l'antispécisme, c'est qu'il faut que je considère à égalité, que je ne prenne pas l'espèce comme un critère de considération morale. C'est-à-dire que si je mange du cochon, je dois avoir le droit de manger de l'être humain. Voyez, donc n'oubliez jamais que quand vous avez dit que vous êtes antispéciste, vous n'avez absolument rien dit de votre éthique. Alors, c'est pour ça qu'il va falloir définir une éthique. Et comme je vous disais, qu'avant d'aborder la question des insectes, il faut savoir à quelle éthique on se rapporte. Parce que si on ne sait pas à quelle éthique on se rapporte, en se fondant sur l'antispécisme, on ne peut pas dire grand-chose. Alors, dans la littérature philosophique, en général, il y a 4 grandes éthiques. Alors, on peut en rajouter, bien sûr, mais je veux dire, j'ai pris là les 4 grandes éthiques auxquelles on fait en général référence. Et on va voir, donc je vais un petit peu les détailler pour ceux qui ne sont pas parfaitement au courant de ce qu'elles recouvrent. Et puis, on va voir après comment ces 4 éthiques nous permettent d'aborder la question des insectes. Alors, l'utilitarisme, c'est un conséquentialisme, c'est-à-dire que l'utilitarisme ne considère pas qu'un acte est bien ou mal en soi, il va juger en fonction des actions, en fonction des conséquences des actions. Et ce qu'il va prendre en compte dans les conséquences, c'est est-ce qu'une action augmente la quantité de plaisir ou est-ce qu'elle diminue la quantité de souffrance. Donc une action est bonne quand elle augmente la quantité de plaisir, elle est mal quand elle augmente la quantité de souffrance. Et c'est comme ça que l'utilitarisme va définir ce qui est bien et ce qui est mal. Alors l'idée est très séduisante parce que finalement, effectivement, c'est bien d'augmenter le plaisir sur Terre et de diminuer la souffrance, mais ça pose un certain nombre de problèmes, c'est que souvent, on ne sait pas finalement quelles vont être les conséquences de nos actes. Et typiquement, vous imaginez que vous êtes médecin, on vous apporte un malade ou quelqu'un de blessé qui souffre terriblement et qui risque de mourir. Bon, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dire, je vais le soigner et comme ça il va moins souffrir et donc je vais diminuer la quantité de souffrance sur Terre et donc je vais bien agir. Manque de peau, cette personne est un psychopathe et le fait de l'avoir rétabli, cette personne va aller après dans la société torturer plein de gens. Donc finalement, le fait d'avoir sauvé cet individu aura augmenté la souffrance sur Terre. Donc, quelque part, vous avez mal agi en termes utilitaristes, vous avez sauvé quelqu'un qui va augmenter la souffrance. Et donc, rétrospectivement, vous croyez bien faire, vous avez cru bien faire, vous avez mal agi en termes utilitaristes et donc ça pose un problème. Alors les utilitaristes, oui, donc l'utilitarisme, ça serait une éthique un peu bancale puisqu'elle permettrait de juger rétrospectivement si ce qu'on a fait est bien ou mal, mais elle ne nous permettrait pas de décider comment agir. Alors les antispécistes ont réfléchi à cette problématique, ils ont dit oui mais non, c'est pas comme ça qu'il faut aborder le problème de la quantité de plaisir ou la quantité de souffrance. Il faut voir ce qui en général augmente la quantité de souffrance ou ce qui en général augmente la quantité de plaisir. Et ils se disent finalement quand on soignait des gens malades globalement ça augmente la quantité de plaisir sur Terre ou ça diminue la quantité de souffrance. Donc en général soigner des gens malades c'est bien. Voyez, donc on va mettre une règle, on va dire que soigner les gens malades, c'est bien.
Et si une fois de temps en temps, parmi ces malades que vous avez soignés, il y en a un qui était un psychopathe et qui va augmenter la souffrance dans le monde, ça remet pas en cause le fait que vous avez respecté une règle qui, en général, apportait en gros plus de plaisir, donc vous avez bien agi. Et on parle à ce moment-là d'utilitarisme de la règle, pour le distinguer à l'utilitarisme de l'acte, où on ne jugeait au cas par cas. Et donc, en général, souvent, maintenant, dans la société, les utilitaristes, la plupart, sont des utilitaristes de la règle, c'est qu'ils essayent de suivre des règles qui, à leurs yeux, alors bien sûr, on peut toujours discuter des règles, mais qui, à leurs yeux, augmentent la quantité de plaisir sur Terre. Alors, l'utilitarisme est soutenu par, bien sûr, un certain nombre de personnes. En même temps, il est souvent un peu contre-intuitif et il dérange d'autres personnes parce que l'utilitarisme pourrait, par exemple, sacrifier des innocents pour sauver un plus grand nombre d'innocents. On va dire, on va prendre un innocent pour une raison dans un contexte particulier et on va typiquement lui prendre ses organes pour soigner 4 malades. Je prends un exemple comme ça d'expérience de pensée. Finalement, on a sauvé 4 malades qui allaient mourir en prenant un innocent. On lui a pris 4 de ses organes et on les a transplantés chez 4 malades. Donc, on a sauvé 4 personnes. Ces personnes vont jouir de la vie. Donc, quelque part, en utilisant un innocent, on a augmenté la quantité de plaisir sur Terre. Et ça serait quelque chose qui pourrait être justifié dans un cas d'utilitariste, et ça gêne un certain nombre de personnes qui disent non, c'est pas acceptable d'avoir une approche éthique où on peut sacrifier un innocent au nom du bonheur du plus grand nombre. Alors il veut dire non, c'est pas comme ça qu'on aborde l'éthique. L'éthique, finalement, c'est que les individus qui ont des intérêts, dont la vie compte d'une certaine manière, donc les individus sentients, les individus sensibles, il faut considérer qu'ils aient des droits. Et la notion de droit, on oublie souvent, est une notion qui ne relève pas de l'utilitarisme. Quand on prend l'utilitarisme à la lettre, il n'y a pas de droit de l'utilitarisme. Un individu n'a pas de droit. Par contre, les déontologistes, ça s'appelle aussi la théorie des droits, parce qu'ils vont considérer que les êtres sensibles ont des droits, et notamment des droits, justement, le droit à ce qu'on ne remette pas en cause leurs intérêts. Alors, en premier lieu, bien sûr, leurs intérêts à ne pas souffrir, et les intérêts à ne pas mourir. Et donc, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Et il faut voir les droits comme un petit peu toujours des espèces de barrières de protection. Nous aurions tous autour de nous, symboliquement, vous voyez, des barrières de protection. Vous n'avez pas le droit de toucher à mon intégrité physique. Il y a quelque part un droit, j'ai un droit à être protégé de la violence que vous voulez m'infliger. Et voilà comment il faut concevoir finalement nos rapports éthiques. Il faut considérer que les êtres sentients ont des droits. Alors ça pose un certain nombre de problèmes aussi, cette théorie, notamment c'est que elle refuse de prendre en compte les conséquences, et de temps en temps, si on considère uniquement que les individus ont des droits et qu'on s'interdit de bafouer leurs droits, on peut arriver à des situations finalement pires que ce qu'elles pourraient être autrement. Donc c'est la non prise en compte des conséquences qui pose un problème, et aussi le fait de comment définir exactement ces droits. Alors on peut bien sûr, il y a des droits peut-être élémentaires, mais il y a un certain nombre de droits qu'on va établir. Quand on élargit les droits et quand on est un peu plus spécifique, de temps en temps, il y a quand même des interrogations. Et comment définir ces droits? Donc on peut aussi retomber dans l'arbitraire. Et donc, un certain nombre de philosophes vont dire non, le déontologisme, donc la théorie des droits, ne fonctionne pas non plus. Il faut concevoir les choses différemment. En gros, ce qui est bien ou ce qui est mal, c'est ce qui répond à un accord qu'on a eu entre nous. Et si on respecte les accords que l'on se définit entre nous, ou les contrats que l'on se définit entre nous, finalement, on agit bien. Alors, typiquement, je fais la promesse à quelqu'un, j'emprunte 100 € à quelqu'un et je lui dis je te rembourserai 100 € avec des intérêts dans 1 an. Voilà le contrat que j'établis avec quelqu'un. Si je lui rembourse ces 100 € avec les intérêts, j'ai respecté le contrat, j'ai bien agi. Et inversement, si j'ai pas respecté le contrat, j'ai mal agi. Et ça, indépendamment de la quantité de bonheur ou la quantité de souffrance ou la quantité de bien-être, c'est le respect du contrat qui fait que l'action est positive ou négative, et bien ou mal. Alors les contrats, voilà. Donc la société, les contractualistes vont considérer qu'il faut avoir une société qui est basée sur un certain nombre de
contrat, ou un contrat général, alors de contrat implicite et de contrat explicite, et finalement bien agir, c'est respecter ces contrats explicites et implicites, point à la ligne. Alors ça peut poser, on voit tout de suite un peu le problème, parce que finalement il pourrait y avoir des contrats qui avantagent les riches par rapport aux pauvres, ou les femmes par rapport aux hommes, ou l'inversement plutôt, on va dire, souvent dans les sociétés, ou des contrats qui avantagent les gens qui sont nés le mardi par rapport aux gens qui sont nés le jeudi, pour faire référence à la conférence de David Olivier. Vous voyez, et on verrait tout de suite que même si voilà, respecter des contrats comme cela serait loin d'être une société juste ou équitable, donc les contractualistes vont dire on va mettre en avant des critères pour éviter ces préférences ou ces règles un petit peu, ces contrats un peu absurdes, injustes. Donc, un des critères fondamentaux dans le contractualisme, c'est le voile d'ignorance. C'est le critère du voile d'ignorance. C'est-à-dire qu'on doit définir des contrats sans savoir la position que l'on va occuper dans la société. Donc, je vais réfléchir à un contrat sans savoir si je vais être né un mardi ou un jeudi, sans savoir si je vais être un homme ou une femme, sans savoir si je vais naître dans une famille riche ou une famille pauvre, etc., etc., sans savoir quelle va être ma position dans la société. Et il faut qu'on s'entende sur un contrat, et ça sera comme ça une façon de définir des contrats équitables. Donc, on aura une société fondée sur des contrats équitables, et donc, bien agir dans la société, c'est respecter ces contrats équitables. Alors ça, c'est la troisième éthique, et la quatrième éthique va reprocher à ces précédentes éthiques, c'est toujours, vous voyez, des bagarres entre éthiciens, va reprocher à ces anciennes éthiques, oui, ça peut être bien de prendre en compte les conséquences, ça peut être bien de prendre en compte des droits des individus, ça peut être bien de définir des contrats, mais bien agir, ça va au-delà de respecter, par exemple, un contrat, c'est aussi agir suivant une bonne intention. On pourrait avoir dans une société un contrat qui dit qu'il faut sauver les gens en train de se noyer, mais on va dire que c'est bien, mais en même temps, voilà, il y a un certain nombre de personnes qui pourraient décider d'aller sauver quelqu'un en train de se noyer, non pas par altruisme, non pas par compassion, mais juste pour après en tirer gloire et fanfaronner sur la place publique. On dirait, oui, bon, d'accord, il a bien agi, les conséquences sont positives, mais bon, ses intentions ne sont pas très morales. Et ça peut poser un problème sur la conception de la morale. Et donc, dans le cadre de l'éthique des vertus, on va considérer que bien agir, c'est agir suivant un certain nombre de vertus, le courage, l'altruisme, on peut en passer en revue un certain nombre de passer en revue un certain nombre comme ça de vertus. Et à partir du moment où on respectera ces vertus, les théoriciens donc de l'éthique des vertus vont dire à partir de ce moment-là, les conséquences pour la société seront bonnes, et puis on vivra dans une société plus juste. Il faut que les individus apprennent à respecter un certain nombre de vertus. Bien sûr, un des problèmes de cette théorie aussi, c'est que dans des cas on va dire, il y a des conflits de vertus. Il n'est pas toujours évident de savoir à quelle vertu se rapporter. Et donc, ces quatre éthiques ont des problèmes. Alors, je ne sais pas si vous appartenez déjà à une éthique, mais voilà, ces quatre éthiques ont des avantages et des problèmes. Et les philosophes se battent entre eux pour savoir finalement quelle est la meilleure éthique. Et ce que je vais faire, donc je ne vais pas prendre position pour dire quelle est la meilleure éthique, je vais essayer de voir finalement avec ces quatre éthiques comment on peut se dépatouiller avec la question des insectes. Alors ces quatre éthiques sont différentes, mais elles ont quand même elles convergent, on va dire, sur un certain nombre de points. Alors, je vais aller vite, bien sûr, pour simplifier. Un des points où elles convergent, c'est souvent que faire dans le cas d'une attaque où quelqu'un nous menace de nous tuer. Bon, on peut passer là, ces quatre éthiques s'accordent pour dire qu'il y a des situations de légitime défense où j'ai le droit de tuer autrui quand autrui m'attaque. Et donc là, ça ne pose pas de problème sur ce plan-là. Donc il y a une convergence. Et il y a aussi une grande convergence qui intéresse les milieux animalistes. C'est sur la question de l'élevage. Ces quatre éthiques convergent sur cette question de l'élevage. Alors comment ? C'est assez simple, mais elles convergent pour des raisons différentes. Il faut bien savoir que ce n'est pas les mêmes arguments. Dans le cadre de l'utilitarisme, les utilitaristes vont dire que l'élevage, globalement, génère plus de souffrance que de plaisir. Vous voyez, c'est surtout dans nos sociétés où on peut bien manger des produits d'origine végétale. Donc, il n'est pas bien de soutenir un système qui génère plus de souffrance que de plaisir. Donc, il condamne
l'élevage pour cette raison. Dans le cadre de la théorie du droit, c'est différent. C'est pas les théories du droit, ils vont considérer, les théoriciens du droit ou les déontologistes, ils vont considérer que les animaux sentients, donc les vaches, en gros, les cochons, les poissons, ils ont des droits, c'est-à-dire qu'ils ont des intérêts à défendre et on doit respecter leur intégrité, par exemple physique, leur désir, leur volonté de ne pas souffrir ou leur intérêt à ne pas souffrir. Et donc, il est injuste, il n'est pas moral d'aller contre ces intérêts. Vous voyez, donc on prend en compte les intérêts des individus et on dit qu'il ne faut pas aller contre ces intérêts des individus. Ces individus doivent être protégés en tant comme tout individu sentient. On ne doit pas aller contre l'intérêt à ne pas souffrir des individus sentients, sauf bien sûr cas de nécessité, mais ça revient souvent. Donc, mais c'est pas, c'est l'individu. Vous voyez, on prend l'individu en tant que tel et chaque individu doit être respecté pour ce qu'il est. Alors que dans l'utilitarisme, ce n'était pas le cas. C'était une approche globale. On disait simplement que la quantité globale de souffrance avec l'élevage était plus grande que sans élevage, et c'est pour ça qu'on condamnait l'élevage dans le cadre de l'utilitarisme. Dans le cadre du contractualisme, l'approche est un peu différente là aussi. Le contractualisme a été une théorie défendue par des philosophes qui, pendant longtemps, ne se souciaient pas du tout des animaux. Ils en avaient absolument rien à faire, et même ils excluaient les animaux du contrat. Ils disaient que, finalement, les animaux ne faisaient pas partie du contrat social pour la simple raison que les animaux ne sont pas capables de comprendre les termes du contrat ou d'expliciter les termes du contrat. Donc, on ne va pas inclure dans la société des individus qui ne sont pas capables de comprendre ou d'expliciter les termes du contrat. Alors, cette position, bien sûr, a un petit peu interrogé les animalistes, mais ils ont dit mais non, elle est complètement absurde. Dans la société déjà telle qu'elle est actuellement, il y a un certain nombre d'individus humains qui ne comprennent pas les termes du contrat et qui sont incapables, bien sûr, d'expliciter les termes du contrat de la société. Alors, pour prendre pour l'exemple classique, on va dire les enfants en bas âge, les personnes séniles, etc., etc. Il y a un certain... Et pourtant, ces personnes font partie du contrat social, et donc il n'y a aucune raison d'exclure les animaux du contrat social. Donc les animaux font partie du contrat social. Donc maintenant, si les animaux font partie du contrat social, la question que se pose le contractualiste, c'est finalement... je dois appliquer le critère du voile d'ignorance, donc je dois définir une règle ou un contrat sans savoir où je vais me retrouver dans la société. Et comme en général, on va se dire, on n'a pas trop envie de se retrouver dans l'assiette d'autrui, voyez, donc on va dire, au risque qu'on connaisse cochon, poule ou vache, on va dire, non, on va pas faire un contrat où on a le droit de manger autrui, parce que le autrui, ça pourrait être nous. Donc finalement, on condamne l'élevage parce qu'on ne veut pas finir dans l'assiette d'autrui. Et la quatrième éthique, qui est l'éthique du vertu, qui est relativement simple, le raisonnement, c'est qu'en gros, on ne tue pas des individus qui ont envie de vivre, qui ont un désir de persister dans l'existence et qui sont capables de souffrir. On ne tue pas des individus sans nécessité. Comme l'élevage consiste à tuer des individus sans nécessité, c'est immoral. Et donc, finalement, vous voyez, il y a une convergence de ces quatre éthiques sur la question de l'élevage, sur les animaux sentients, sur lesquels il n'y a pas de problème. Jusqu'à là, vous voyez, c'est facile au niveau de l'animalisme. Je dirais, on peut en rester là au niveau de l'animalisme avec ces idées-là et être un parfait militant de la cause animale. Mais c'est après, là, ce que je vais raconter, juste à partir de maintenant, c'est à partir de maintenant que les choses se compliquent un peu. Ça se complique un peu, c'est que je suis passé vite sur l'élevage. Qu'est-ce que c'est que l'élevage? C'est deux choses. L'élevage, c'est élever et c'est tuer. Et j'ai parlé beaucoup de pathocentrisme et aussi de la capacité à souffrir. Et souvent, une problématique qui a traversé l'esprit des philosophes, c'est la question des mises à mort indolores. Finalement, est-ce que ça pose un problème de tuer quelqu'un de façon indolore? Vous avez tous réfléchi à ça, vous arrivez, quelqu'un est tranquillement en train de dormir, vous le tuez sans le faire souffrir. Est-ce que ça pose un problème de tuer quelqu'un sans le faire souffrir? Finalement, il s'est rendu compte de rien. Où est le problème, finalement? Et ça, c'est une question qu'on s'est souvent posée. Et c'est une question qui est aussi, bien sûr, traversée l'esprit des philosophes. Et les philosophes, en fonction de leur éthique, ont répondu différemment à cette question.
D'une manière générale, les déontologistes, donc les théoriciens du droit, les contractualistes et les théoriciens de l'éthique des vertus considèrent qu'on ne doit pas tuer un individu sans le faire souffrir. Le déontologiste va dire que non, les individus ont un intérêt à persister dans leur existence, donc quelque part ils ont les droits qu'ils ont, c'est comme je dis, c'est une barrière de protection, donc on n'a pas à aller contre cette barrière de protection. Le contractualiste ne veut pas vivre dans une société où il risquerait. Le contractualiste ne veut pas vivre dans une société où on pourrait venir le tuer quand il est en train de dormir sans le faire souffrir. Et le théoricien de l'éthique des vertus va dire non, on ne tue pas quelqu'un sans nécessité. Donc en général, dans le cadre de ces trois éthiques, on a le droit de tuer quelqu'un sans le faire souffrir. Là où ça se complique, c'est dans le cadre de l'utilitarisme. L'utilitarisme, ce qui compte dans l'utilitarisme, c'est la souffrance, la quantité de souffrance ou la quantité de plaisir, vous voyez. Et là, j'ai mis en photo Jérémy Bentham, le père de l'utilitarisme, qui est connu dans les milieux animalistes parce qu'il a, à travers sa célèbre phrase qui disait « c'est pas le fait qu'il ne soit pas capable de raisonner, c'est pas le fait qu'il ne soit pas capable de parler qui fait qu'on n'a pas à les prendre en compte moralement, c'est le fait qu'on a à les prendre en compte moralement ou pas à les prendre moralement, c'est le fait qu'ils soient capables de souffrir qui fait que l'on doit les prendre en compte moralement. C'est cette célèbre citation de Jérémy Bentham et qui a, quelque part, d'une certaine manière, joué un rôle fondamental dans le développement de la cause animale. Et Jérémy Bentham, qui était donc bien sûr le père de l'utilitarisme, était quelqu'un qui était en défense de l'élevage. Il considérait qu'il fallait perpétuer l'élevage, que l'élevage était une très bonne chose. Ce qu'il ne fallait pas faire, c'est faire souffrir les animaux. Et il fallait donc pour lui, alors il fallait les élever sans les faire souffrir et les tuer sans les faire souffrir. Et à partir du moment où on élevait les animaux sans les faire souffrir et on les tuait sans les faire souffrir, c'était une bonne chose. Alors il avait plusieurs arguments. Il disait que ça va augmenter le plaisir. Ça va augmenter le plaisir parce que finalement, pour un animal, il disait il vaut mieux vivre que ne pas vivre si on vit dans des bonnes conditions. Vous voyez, donc il disait que la vie apporte le fait de vivre, ça apporte du plaisir. Donc il est bien de faire vivre des animaux. Mais si on veut faire vivre des animaux, pour que ça soit possible de faire vivre des animaux, il faut les tuer un moment et en faire naître d'autres. Vous voyez, comme ça on fait vivre plein d'animaux. Et donc ça apporte, on génère plein de plaisir dans le monde, puisque finalement on fait naître plein d'animaux, et puis après on les tue sans les faire souffrir, donc ça n'augmente pas la quantité de souffrance, et puis ça donne du plaisir aux mangeurs de viande. Vous voyez, donc l'utilitarisme de Jérémy Bentham, finalement, était favorable à l'élevage. Alors, il y a eu des objections, bien sûr, à Jérémy Bentham depuis. Une célèbre objection, ça a été celle de Henri Salt, qui était un animaliste du début du XXe siècle, qui disait que le raisonnement de Jérémy Bentham n'était caduque, puisque, quelque part, dire qu'un individu qui n'existe pas aurait un intérêt à vivre n'a pas de sens, puisque pour avoir un intérêt à vivre, il faut déjà exister. Et donc il disait, il y a une faute logique dans l'approche de Jérémy Bentham. Donc il faut déjà exister pour avoir un intérêt à vivre. Donc on ne peut pas dire que les animaux ont un intérêt à être élevés, puisque les animaux, ils ne vivent pas encore. Ceux qu'on va élever, ils n'existent pas encore. Donc on ne peut pas dire qu'ils aient un intérêt à jouir de la vie, puisque pour avoir un intérêt à jouir de la vie, il faut déjà exister. Donc il disait, l'argument est caduque, il ne tient pas à la route. Et puis il avait un deuxième argument, qui disait, vous voyez, cet argument il est aussi scandaleux, parce que si on y réfléchit, si on le prend à la lettre, il n'y a pas de raison d'appliquer ce raisonnement aux êtres humains. Évidemment, on pourrait très bien élever des êtres humains, les élever dans des bonnes conditions, et puis alors soit les charcuter pour en faire du pâté, soit, qui serait beaucoup plus utile, pour faire de la transplantation d'organes. Vous voyez, vous élevez bien des humains, dès qu'ils sont à la taille, en fonction de la taille des organes que vous voulez, vous les tuez sans les faire souffrir et vous faites des transplantations d'organes. Et donc vous allez soigner des gens qui existent déjà et donc qui sont en souffrance et en attente d'un organe. Et donc vous allez augmenter la quantité de plaisir dans la société. Et donc Henri Salt dit, bon, c'est abominable comme idée d'appliquer ça aux enfants humains. Donc en gros, sans utiliser le terme de spécisme, il va considérer que cette approche de Jérémy Bentham, elle est spéciste.
Mais un certain nombre de philosophes disent non, c'est pas cette distinction, la façon dont on se comporte avec les animaux et les humains, il y a des raisons non spécifiques de se comporter d'une façon différente, puisque les animaux et les humains ont des capacités différentes. N'oublions jamais, je dirais, la notion de capacité, comme je disais tout à l'heure, elle est importante. Et un certain nombre de philosophes, notamment Peter Singer, a imaginé en termes d'expérience de pensée, en disant non, il y a quand même élever des humains pour faire des expériences sur eux ou faire des transplantations d'organes, ça pose un problème parce que si vous élevez des humains dans des bonnes conditions, les humains ont quand même des capacités cognitives bien différentes de celles des animaux. Ils vont se rendre compte que vous êtes en train de les élever pour en faire des organes, des banques d'organes, et donc quelque part, s'ils vont vivre dans une situation abominable, donc il est impossible d'élever des humains sans les faire souffrir dans des bonnes conditions, alors que la condition fondamentale de l'approche de Jeremy Bentham, c'est qu'il fallait élever les animaux dans des bonnes conditions, autrement, bien sûr, on n'augmentait pas le plaisir. Donc Singer dire non, finalement, élever, en termes d'hypothèse, bien sûr, d'expérience de pensée, Peter Singer dit non, c'est pas possible de faire ça avec des êtres humains puisqu'on augmenterait la quantité de souffrance et en plus pareil les parents ou les proches de ces êtres humains qu'on élevait seraient bien sûr scandalisés, donc quelque part on vivrait dans une société où la plupart des gens seraient terrorisés d'être eux-mêmes des banques d'organes involontaires ou etc. Donc il dit non, c'est non. Donc il donne un argument non spéciste de faire une distinction entre ce qu'on doit faire avec les animaux et ce qu'on doit faire avec les animaux, et les animaux humains, vous voyez, les humains et les autres animaux. Et puis, alors ça, c'est un premier argument, et il y a aussi un deuxième argument qui va être développé aussi dans le cadre de l'utilitarisme. Il y a aussi une autre distinction fondamentale entre les humains et les autres animaux, c'est, on va dire, pour simplifier, une capacité à se projeter dans le futur. Parce que dans le cadre de l'utilitarisme, vous voyez, il y a un intérêt à l'élevage, parce que l'élevage, comme je disais, de Jeremy Bentham, c'est parce que vous élevez des animaux, que vous les tuez, que vous pouvez en faire naître d'autres. Donc, quelque part, vous maintenez, s'ils vivent dans des bonnes conditions, s'ils ont du plaisir à vivre, vous maintenez une quantité de plaisir. Donc vous remplacez régulièrement les animaux, parce que si vous les tuez et vous les remplacez pas, les animaux ils pouvaient continuer à jouir de la vie. Si vous les tuez, vous les mangez, quelque part ces animaux vont plus jouir de la vie, donc la quantité de plaisir va diminuer. Mais puisque vous en faites un commerce, ça vous permet de faire naître d'autres animaux, et donc vous maintenez la quantité de plaisir. Donc c'est ce qu'on appelle l'argument du remplacement. En remplaçant les animaux, on maintient toujours une quantité de plaisir dans la société, et donc grâce à l'élevage. Et un certain nombre donc, de philosophes ont dit oui, mais alors comme je disais, est-ce que c'est pas un peu spéciste de dire ça et de n'appliquer ce remplacement des êtres que pour les animaux? Donc il y a celui que je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, la terreur qui pouvait être générée si on élevait des humains dans des bonnes conditions pour en faire des banques d'organes. Mais il y a aussi un autre argument, c'est sur une réflexion sur la notion de bien-être, qu'on parle de plaisir. Mais qu'est-ce qu'on entend par plaisir? Vous voyez, c'est jamais très clair. Et un certain nombre de philosophes ont dit oui, il y a aussi dans le plaisir, il y a la satisfaction d'un certain nombre de projets, vous voyez, la réalisation d'un certain nombre de projets, et typiquement les êtres humains vont se projeter dans l'avenir et vont vivre en construisant leur vie sur la longue durée. Et la satisfaction d'une vie, ce n'est pas uniquement l'instant présent, comme on va dire, les animaux ont beaucoup plus tendance à vivre dans l'instant présent. Un certain nombre d'êtres humains vont avoir leur satisfaction dans la vie par la réalisation d'un certain nombre de projets. Alors autant vous pouvez considérer que le plaisir instantané du moment à un moment précis qui est remplaçable, le plaisir juste de manger un fruit, finalement, si c'est pas vous qui avez ce plaisir, que si c'est quelqu'un d'autre qui a ce plaisir, finalement sur Terre la quantité de plaisir est la même, et c'est pour ça qu'on peut remplacer les animaux, alors qu'on ne peut pas remplacer les êtres humains, puisque en remplaçant les êtres humains, on ne peut pas remplacer les projets, les constructions de vie, puisque les constructions de vie seraient différentes. Et donc certains philosophes ont développé donc ce qu'on appelle l'utilitarisme des préférences,
qui est donc encore une justification au fait qu'on peut élever des animaux dans des bonnes conditions, les tuer sans les faire souffrir, mais on ne peut pas le faire avec les êtres humains. Donc dans un cadre, tout ça pour dire que dans un cadre antispéciste, il y a sur un plan théorique une possibilité d'élever des animaux et de les manger. Alors pourquoi en général dans les milieux animalistes on n'entend pas ce discours-là, et c'est une raison très simple, c'est que cette hypothèse, elle n'est que théorique. Elle n'est que théorique au sens que dans la pratique, les utilitaristes se sont rendus compte. Alors déjà, ils peuvent ne pas être d'accord avec les arguments de l'utilitarisme des préférences, ou etc. Il peut y avoir des arguments théoriques qui contestent ça, bien sûr, mais il y a aussi un argument pratique, c'est que dans la pratique, on ne peut pas élever dans des bonnes conditions des animaux et les manger et en faire un commerce. Voyez ? Et donc, à partir du moment où il y a une activité économique autour de l'élevage, forcément, il y a des questions de rentabilité, et donc forcément, vous allez faire souffrir des animaux, et donc finalement, quelque part, le jeu n'en vaut pas la chandelle, et donc les utilitaristes, dans leur, on va dire, quasi-totalité, en général, les utilitaristes animalistes sont contre l'élevage, non pas par principe, mais pour des raisons pratiques, ils estiment que l'élevage, comme je disais tout à l'heure, en gros, globalement, même si on le fait dans les meilleures conditions, génère plus de souffrance. Mais ça, c'est à propos des animaux dont j'ai évoqué jusqu'à maintenant, les cochons, les poules, les animaux. Les choses pourraient éventuellement changer à propos des insectes. Pourrait éventuellement changer. Je dis bien, dans le cadre du déontologisme, du contractualisme et de la théorie des vertus, je dirais l'approche est la même. Ça serait ces trois éthiques, si on les place dans un cadre antispéciste, vont refuser l'élevage des insectes, puisque c'est dans le cas où ils sont sentients, on fait l'hypothèse qu'ils sont sentients, il y a une incertitude, mais dans le cas où ils sont sentients, c'est quelque part, c'est en gros, pour simplifier, on prive la vie d'individus et il n'y a pas de raison de priver la vie d'individus quand il n'y a pas de nécessité. Donc ces trois éthiques, même si ce sont des insectes, même si on a des doutes sur leur sentience, là ils vont dire on va faire jouer, d'accord, le bénéfice du doute, ils vont en bénéficier, d'accord, de cette incertitude, l'incertitude va jouer en leur faveur. Mais dans le cadre de l'utilitarisme, ça pourrait être un peu différent, puisque ces animaux sont quand même, et c'est là qu'il faut reconnaître, ils sont quand même différents sur ce plan-là, ils ont des capacités différentes, et la façon de les élever est différente. Vous voyez, on dit souvent que ce qui est abominable pour les poules et les cochons, etc., et les animaux, c'est qu'ils ne voient pas la lumière du jour. Il y a un certain nombre d'insectes, on peut penser qu'ils n'ont pas besoin de vivre à la lumière du jour. Vous voyez, ils ont même tendance à vivre dans l'obscurité. Il y a un certain nombre d'insectes qui vivent plus ou moins les uns sur les autres. En plus, les insectes sont la façon dont on élèverait les insectes et on les tuerait, c'est différent d'élever des animaux comme les poules, les cochons et les vaches, ou même les poissons. De toute façon, on n'a pas besoin de les saigner, et vu leur taille, on pourrait tout à fait concevoir des mises à mort indolores. Vous voyez, techniquement, alors, on est dans un débat empirique, mais ce qui n'était pas possible sur un plan pratique avec les vaches et les cochons devient beaucoup plus envisageable avec les insectes. On pourrait imaginer qu'on élève des insectes finalement sans les faire souffrir, et on pourrait imaginer, je dis bien pourrait imaginer, c'est un débat empirique qui est ouvert, la question est ouverte, mais beaucoup plus ouverte qu'avec les poules et les cochons, et on pourrait les tuer éventuellement de façon indolore. Alors, il y a tout de suite une objection, dit oui, mais à quoi ça sert? Il y a quand même un risque qui souffre. Oui, d'accord, il y a peut-être un risque qui souffre, mais il y a aussi un risque, pas un risque, mais il y a peut-être aussi une possibilité qu'ils jouissent de la vie. La vie, c'est un lieu de jouissance, et c'est pour ça que finalement on essaye, quand on est dans un cadre d'utilitarisme, on essaye d'augmenter le plaisir sur Terre. Si les insectes sont des êtres sentients, c'est effectivement des êtres qui sont capables de souffrir, mais c'est aussi des êtres qui sont capables de jouir de la vie. C'est-à-dire qu'on pourrait, s'il y a du plaisir dans le fait de manger, de vivre à une température ambiante, finalement, pendant je ne sais pas combien de temps vivraient ces insectes, quelques semaines, et avant de se faire tuer de façon indolore, finalement, une ferme à insectes
qui pourrait être un peu choquant, pourrait être finalement un lieu où il y a du plaisir. Donc, quelque part, un utilitariste pourrait dire, finalement, les fermes à insectes augmenteraient le plaisir sur Terre. Alors, c'est bien sûr un débat empirique que je ne vais pas trancher, et je pense qu'on ne peut pas trancher à ce jour, mais c'est juste pour vous donner une idée que dans le cadre de l'utilitarisme, on pourrait au moins envisager la possibilité de fermes à insectes, ce qu'on n'envisage plus pour, en gros, les animaux qu'on a l'habitude de manger de nos jours. Mais ça, c'est uniquement là je parle des insectes, je veux dire quelque part, qu'on a décidé de mettre à mort. Vous voyez, on a décidé de les mettre à mort, on a élevé des insectes, on a un rapport, ces insectes-là n'étaient pas du tout en interaction avec nous, on a pris une initiative de les élever éventuellement et de les tuer pour les manger, mais ce ne sont pas bien sûr l'unique rapport que l'on a avec les insectes, et c'est pas la question de la mise à mort des insectes ne concerne pas uniquement les insectes que l'on élève. Il y a aussi d'autres problèmes. La question de la mise à mort des insectes se pose aussi avec d'autres insectes qui viennent nous embêter. Alors typiquement les moustiques, c'est l'exemple paradigmatique, mais dans certains lieux aussi, j'ai cru comprendre, il y a des mouches qui viennent nous embêter quand elles arrivent en trop grand nombre, et quelque part elles sont source de nuisances. Donc de la même façon que les insectes peuvent être source de nuisances, donc le raisonnement, je vais surtout développer ici un raisonnement autour des moustiques, mais il serait, avec des petites nuances, globalement applicable au cas des mouches. Les insectes qui, eux, viennent nous embêter et nous piquer, finalement, est-ce qu'on a le droit de les tuer? Alors, je dirais il y a un premier cas assez simple, qui est le cas où on vit dans une région où les insectes sont porteurs d'une maladie mortelle, on va dire, pour simplifier, la malaria. On va considérer qu'à ce moment-là, que les 4 éthiques acceptent le principe de légitime défense, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour simplifier. Donc un insecte, quand on vit dans une région qui est porteur de la malaria, on pourrait appliquer le principe de légitime défense et donc s'autoriser à tuer l'insecte, tuer le moustique, sans que ça pose un problème moral. Il y a un autre, le cas plus compliqué, c'est le cas dans nos contrées où les insectes ne sont pas porteurs de maladies fatales, mortelles, ce sont juste des nuisances. Vous voyez, ils viennent nous embêter, ils viennent nous apporter un certain nombre de démangeaisons, ou ils viennent nous empêcher de dormir la nuit, ils viennent nous... Voilà, on n'est pas... Alors, vous voyez, souvent en termes de justice, quand quelqu'un vient vous attaquer, vous avez le droit de vous défendre, mais on parle souvent d'un critère de proportionnalité. Vous voyez, il ne faut pas non plus exagérer dans la défense. Si quelqu'un vient vous tuer, vous avez le droit de le tuer, c'est la légitime défense. Si quelqu'un vient vous gratter l'oreille sans que vous lui avez rien demandé, si vous le tuez pour ça, on va dire que vous avez un peu exagéré, il n'y a pas de proportionnalité dans votre réaction. Donc là, il y a une mauvaise application du principe de légitime défense. Vous voyez, donc dans le moustique, la question se pose. Le moustique, il ne vient pas nous tuer, ou la mouche, elle ne vient pas nous tuer, elle vient juste nous embêter. C'est ça, finalement. Alors on pourrait dire, non, on ne va pas tuer la mouche, on ne va pas tuer le moustique qui vient juste nous embêter. Bon, d'accord, c'est pénible, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, l'attitude à adopter, c'est pas de tuer le moustique, c'est de s'en protéger. Voyez, alors l'idée, non, ne tuez pas les moustiques, on vous dit, mettez des moustiquaires, ne tuez pas les moustiques, utilisez des répulsifs pour dégager une odeur, pour que le moustique s'éloigne, ne se rapproche pas de vous, donc protégez-vous. Vous voyez, c'est ce qu'on dit, comme ça, c'est la meilleure façon, la plus éthique de se protéger des moustiques. Mais si vous faites ça, si vous vous protégez des moustiques, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, vous laissez les moustiques perpétuer leur nuisance ailleurs. Vous voyez, c'est ça. Si je me protège du moustique, le moustique, il ne va pas venir m'embêter, mais il va aller embêter mon voisin.
Si mon voisin s'est protégé, il va aller chercher à embêter le voisin. Il va continuer sa quête de nuisance. Et alors ça pose un problème. Alors dans les 4 éthiques, on reprend nos 4 éthiques. Ben dans le cadre de l'utilitarisme, se protéger du moustique, oui d'accord, vous, ça ne faut pas que je me touche. Ça n'augmente pas votre souffrance, mais ça ne diminue pas la souffrance. Le moustique, il va aller piquer quelqu'un d'autre. Et qu'il ait piqué quelqu'un d'autre, quelque part, dans l'utilitarisme, il y a un critère d'indifférenciation. C'est pas, l'utilitarisme va considérer que c'est la souffrance globale qui compte. Donc c'est de protéger soi-même du moustique et avoir laissé le moustique aller piquer quelqu'un d'autre, ben finalement ce n'est pas du tout une action à faire dans un cadre utilitariste. Ce n'est pas une bonne action. On n'a pas diminué la quantité de souffrance. Dans le cadre du déontologisme, ben quelque part, vous êtes protégé parce que vous ne vouliez pas que vos intérêts, votre intégrité physique soient remis en cause par le moustique. Le moustique vient violer quelque part votre intégrité physique et vient en plus après vous créer des démangeaisons. Donc vous dites non, j'ai le droit à être protégé, ma barrière de protection est là pour me protéger, je suis justifié à mettre une barrière de protection, mais quelque part, vous laissez le moustique de toute façon aller franchir la barrière de protection de quelqu'un d'autre. Donc là aussi, globalement, vous n'avez pas, quelque part, amélioré la situation en laissant le moustique aller piquer quelqu'un d'autre. Dans le contractualisme, on ne peut pas concevoir une société où il y aurait un contrat, quelque part, un contrat social qui dirait qu'en gros, dans la société, il faut se protéger, mais on se lave les mains de ce qui arrive à autrui. Et ce n'est pas une société, on ne va pas concevoir un contrat d'indifférenciation au sort des autres. Or, se protéger soi-même du moustique, c'est laisser, comme je vous l'ai dit, les autres se faire piquer par le moustique. Et les autres, ce n'est pas forcément que les humains. Il faut considérer que les moustiques, il faut savoir que les moustiques ne piquent pas que les êtres humains, ils piquent aussi, et ils peuvent causer des ravages, des démangeaisons chez, bien sûr, d'autres animaux. Et dans le cadre de l'éthique des vertus, ben là, je dirais, c'est encore plus net. Si on est quelqu'un de vertueux, je veux dire, on ne se protège pas en laissant les autres se faire agresser. Quelqu'un de vertueux, c'est pas quelqu'un qui, dans le métro, se cache derrière son siège quand il y a des agresseurs et laisse les agresseurs agresser la vieille dame. D'accord ? On ne laisse pas les autres. Quelqu'un de vertueux, c'est quelqu'un qui, quand il y a des agresseurs, va lutter contre les agresseurs au péril, bien sûr, si ce n'est de sa vie, du moins de son intégrité physique. Donc finalement, l'idée de se protéger contre les moustiques n'est pas, suivant les 4 éthiques, n'est pas quelque chose de recommandable. Donc on pourrait se dire, finalement, si ce n'est pas recommandable, il faudrait se laisser piquer, puisque finalement on ne va pas mourir. Voyez ? Donc on pourrait se dire, allez, faisons un peu les fanfarons, disons, allez, moi, ce n'est qu'une démangeaison, j'assume de me faire piquer, voilà, finalement, c'est pas si grave que ça, et je permettrai aux moustiques de vivre, et c'est quand même une situation préférable. On pourrait dire ça. Mais si on se laisse piquer, qu'est-ce qui va se passer si on se laisse piquer par le moustique ? Le moustique, il va aller donner naissance à d'autres moustiques. Puisque c'est justement la fonction, il va nourrir les œufs qu'il porte, le moustique nourrit les œufs qu'il porte à partir du sang qu'il nous pompe. Donc finalement, se laisser piquer, c'est donc faciliter leur reproduction, donc c'est aggraver la situation. Donc finalement, c'est pire. On avait déjà conclu que se protéger, c'était pas bien, c'était pas l'attitude à adopter. Eh bien, se laisser piquer aggrave la situation. C'est comme si, finalement, comme dans l'éthique des vertus, par exemple, c'est non seulement vous protégez, vous laissez la vieille personne se faire agresser, la vieille dame se faire agresser dans le métro, mais en plus, par votre action, vous stimulez le nombre d'agresseurs de vieilles dames dans le métro. Vous voyez ? Donc c'est, finalement, en termes d'éthique des vertus, c'est inacceptable. Pareil pour le contractualisme, puisque finalement, vous adoptez une attitude qui va entraîner l'augmentation des nuisances. Pareil pour l'utilitarisme, puisque la quantité de souffrance va augmenter. Donc finalement, on est dans une situation là où la meilleure option, suivant ces 4 éthiques, c'est d'écraser le moustique. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit,
premièrement, le moustique a un statut d'agresseur. Alors, le statut d'agresseur change, bien sûr, la prétention à être soi-même protégé. Si je prends, alors il faut voir en fonction de l'éthique, mais si je prends la théorie des droits, si vous êtes un agresseur, quelque part dans une situation, quand il y a un conflit d'intérêts, l'agresseur se voit avoir moins de droits. D'une certaine manière, se remet en cause ses droits parce que, justement, il a un statut d'agresseur. Et puis, n'oubliez jamais ce que je vous ai dit aussi sur l'incertitude de la sentience des insectes, et donc des moustiques en l'occurrence. Quand on est dans un cas d'incertitude, je veux dire, le principe de précaution ne doit pas servir. Quand il y a un conflit d'intérêts, il ne faut pas que le bénéfice du doute, là, joue en faveur de ceux pour lesquels on a une incertitude, et en l'occurrence pour les moustiques. Donc finalement, vous voyez, par rapport au thème j'ai mis un petit peu de temps pour arriver à cette position, mais par rapport au thème à la question de ma conférence, on peut en conclure une première conclusion, parce qu'il va y en avoir d'autres. Une première conclusion, c'est que nous avons le droit d'écraser les moustiques qui viennent nous piquer. Deuxième, mais il n'y a pas que les moustiques. Il n'y a pas que les moustiques dans la vie. Il y a un certain nombre d'animaux, d'insectes, parce qu'on reste au niveau des insectes, que l'on tue en voiture, en vélo, en marchant dans l'herbe, etc., etc. C'est ce que j'appelle, là, à la différence du moustique où on le tue volontairement, ce sont des morts involontaires. On tue involontairement des insectes. Et est-ce que ça pose un problème moral ? Alors, je vais l'aborder suivant deux aspects. D'abord, ça pose ce que j'appelle la problématique de l'accident. Quand vous êtes impliqué dans un accident, en voiture, en vélo, en trottinette, vous renversez un animal, vous écrasez un animal, vous écrasez une personne humaine, est-ce que vous faites une faute morale ? Vous voyez, vous prenez la voiture, vous tuez un passant, est-ce que c'est une faute morale ? Alors, on pourrait dire dans le cadre de l'utilitarisme, oui, parce que vous avez fait souffrir quelqu'un. Et j'écrase quelqu'un, là cette personne va souffrir, donc j'augmente la quantité de souffrance, donc je fais, quelque part, j'ai mal agi. Mais ça, c'est de l'utilitarisme de l'acte. Or, comme je vous l'ai dit, l'utilitarisme se décline aussi suivant ce qu'on appelle l'utilitarisme de la règle. Et on pourrait considérer qu'une règle, alors, comme j'ai dit tout à l'heure, toutes les règles se discutent, mais on pourrait très bien considérer qu'une règle dise se déplacer, avoir le droit de se déplacer, augmente le plaisir sur Terre. Se déplacer en vélo, se déplacer en trottinette, se déplacer en voiture, on peut discuter, mais on pourrait considérer que ça, c'est une règle qui augmente la quantité de plaisir. Donc à partir du moment où cette règle, on dit que circuler en vélo, c'est une bonne règle, c'est une règle, on a le droit de circuler en vélo. Si une fois de temps en temps, en circulant en vélo, vous écrasez une vieille dame, vous n'avez pas commis une faute morale, au sens, c'est exactement, vous n'avez pas mal agi. Alors, bien sûr, si vous avez respecté les règles de la circulation, puisque on définit des règles, vous n'avez pas forcément mal agi. C'est exactement comme dans le cas du psychopathe, du médecin qui soignait un psychopathe. Il y a des effets collatéraux, des nuisances collatérales à une activité qui est légitime. Circuler en vélo est légitime. On considère que globalement, ça augmente le plaisir dans la société. Il faut assumer qu'une fois de temps en temps, en circulant en vélo, vous participez à un accident, vous êtes alors responsable. Si vous faites une faute par rapport à la règle de conduite, effectivement, là, vous avez mal agi. Mais si l'accident n'est pas de votre responsabilité, quelque part, vous avez engendré de la souffrance, mais vous n'avez pas mal agi sur un plan moral. C'est quelque chose de déplorable, mais ce n'est pas une mauvaise action. Dans le cadre du déontologisme, et je dirais même dans le cadre un peu du contractualisme, là c'est un peu pareil. Dans ces deux cas, finalement, les règles, on définit un certain nombre de règles dans la société, pour que les gens, bien sûr, soient protégés. Donc les règles de la conduite, ce sont des règles de protection des individus. Elles servent à protéger les individus. Et pareil, dans un contractualisme, on va définir des contrats, où dans le contrat, justement, on va définir les règles de la circulation. À partir du moment où quelqu'un respecte ces règles, quelque part, si malencontreusement il était en voiture et un lièvre a débouché sous sa roue,
il a augmenté bien sûr la souffrance, il a commis quelque chose qui est déplorable, c'est-à-dire qu'il a écrasé, fait souffrir ou même tué un lièvre, mais quelque part, il n'a pas moralement mal agi. Et dans le cadre de l'éthique des vertus, c'est un peu de la même façon. Si vous êtes respectueux des règles, voyez, quelque part, vous agissez de façon vertueuse, vous avez respecté les règles. À ce moment-là, vous êtes tout à fait... vous n'avez pas à remettre en cause le fait de vous être déplacé en trottinette, en vélo ou éventuellement en voiture. Donc vous voyez, selon ces 4 éthiques, on peut dire qu'un accident n'est pas, alors bien sûr il faut voir le contexte, mais n'est pas nécessairement une faute morale. Et quelque part, on peut très bien dans une société considérer qu'on peut assumer l'existence des accidents. Mais le problème avec les insectes, c'est un petit peu différent. Parce que la grande différence avec les accidents que j'ai évoqués jusqu'à maintenant, quand vous prenez votre voiture ou votre vélo, vous vivez avec l'espoir que vous n'allez pas avoir d'accident. Vous voyez, on espère qu'on ne va pas écraser un petit enfant à chaque fois qu'on prend la voiture. Autrement, ça nous poserait un certain nombre de problèmes et de dilemmes moraux. Vous voyez, et donc, c'est ce qui fait que, quelque part, on arrive à légitimer ces déplacements en disant « Espérons que cette fois-ci, je ne vais pas écraser un enfant comme la dernière fois ». Avec les insectes, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que vous êtes, à moins d'être inconscient, bien sûr, vous êtes quasiment certain d'en écraser. Et donc, vous êtes dans une situation où, voilà, faut-il finalement se déplacer et tuer des insectes? Alors là, vous voyez, là, on est là, et donc assumer de tuer des insectes, parce que c'est ça la question. Est-ce qu'il faut assumer de tuer des insectes? C'est-à-dire ne pas voir fondamentalement un problème moral au fait de tuer des insectes. Et bien là, je vais encore décliner mes 4 éthiques, vous voyez, pour savoir comment réagir à cette situation. Finalement, si on considérait qu'il ne faudrait plus tuer d'insectes, ça veut dire que quelque part, il faudrait qu'il y ait une règle, il faudrait qu'on ne bouge plus. Et plus de vélo, plus de voitures, plus de jeux d'enfants dans l'herbe, interdiction des jeux d'enfants, interdiction d'ouvrir la bouche au cas où on gobe un moucheron. Et on pourrait multiplier les situations, puisque finalement, c'est ça on serait dans une situation, si on ne veut plus tuer d'insectes, on est obligé d'édicter ces règles. Alors, on peut en discuter, mais on pourrait aussi considérer que ces règles qui nous interdiraient d'ouvrir la bouche et de nous déplacer ne seraient pas des règles qui augmenteraient la quantité de bonheur sur Terre ou de bien-être sur Terre. Mais ce n'est pas uniquement pour nous, être humains. C'est aussi, il faudrait interdire aux éléphants de se déplacer, il faudrait interdire aux chevaux de se déplacer, il faudrait interdire, en gros, à tous les animaux qui ont un petit peu les animaux terrestres, tous les animaux terrestres qui sont un peu de plusieurs kilos et qui donc risquent d'écraser des insectes quand ils se déplacent, quelque part, il y aurait un problème fondamental, on serait là dans un problème, bien sûr. Il faudrait interdire à tous ces êtres vivants massifs de se déplacer de quelque manière que ce soit et d'ouvrir la bouche de quelque manière que ce soit. Bon, on peut considérer que cette règle-là n'augmenterait pas le bien-être sur Terre, donc on peut considérer non, il faut une règle, c'est que les animaux, même s'ils sont les animaux massifs, ont le droit de se déplacer sur Terre, ont le droit d'ouvrir la bouche quand ils sont, où qu'ils soient d'ailleurs, où qu'ils soient, et donc quelque part, respecter cette règle d'avoir le droit de se déplacer, finalement c'est une règle qui est positive, qui augmente la quantité de plaisir sur Terre, donc il faut édicter cette règle, et si vous suivez cette règle, vous ne commettez pas une faute morale en tuant de temps en temps, ou même presque systématiquement, un insecte quand vous jouez dans l'herbe, ou quand vous courez dans l'herbe, ou quand les enfants courent dans l'herbe. Dans le déontologisme, c'est pareil. Là, on a un respect. Le déontologisme, c'est-à-dire qu'il faut respecter les intérêts des uns et des autres. On est tous d'accord. Mais là, on est dans un conflit d'intérêts. Conflit d'intérêts, le déontologisme ne va pas passer par la négation de nos propres intérêts. C'est-à-dire que pour ne plus écraser d'insectes, il faudrait nier tous nos intérêts à nous déplacer. Et quelque part, tous nos intérêts à exister. Or, le déontologisme ne va pas jusqu'à nier nos propres intérêts à exister, à nous déplacer, à jouir un minimum de la vie. Donc dans un conflit d'intérêts,
dans le cadre du déontologisme, là, nos propres intérêts à vivre, à ne pas avoir une vie complètement mortifère, l'emportent sur le fait d'écraser des insectes. D'autant plus, et n'oubliez jamais, qu'il y a toujours une incertitude, bien sûr, sur la sentience des insectes. Dans le cadre du contractualisme, c'est un peu plus compliqué. Parce que le contractualisme, c'est accepter finalement un contrat sans savoir si on va être poule, cochon, humain, insecte. Donc si on considère que dans ce contrat, quelqu'un qui marche sur un insecte ne rompt pas le contrat de société, ça veut dire que si nous, on est insecte, nous sommes nés sous forme d'un insecte, ça veut dire que quelqu'un qui nous marcherait dessus ne romprait pas le contrat de la société. C'est ça le contractualisme. Alors on va dire, oh là là, donc on pourrait se dire, non, je vais pas, on pourrait se dire, a priori, on ne va pas accepter une règle de société où quelqu'un d'autre, finalement, serait légitime de nous marcher. Pas volontairement, mais vous voyez, par accident, on considérait que ça ne serait pas une faute de sa part, une faute morale de sa part, de nous écraser. On pourrait se dire ça, puisqu'on pourrait être insecte dans le contractualisme. Les insectes font partie du contrat de société. On pourrait dire ça. Mais inversement, finalement, la situation serait pire, parce que finalement, il vaut mieux accepter ça, parce que si on était insecte, on aurait quand même une chance d'échapper, voyez, à le fait de se faire écraser par un éléphant ou un humain. Donc on peut dire, il y a un espoir de vivre une vie d'insecte pas trop désagréable. Mais inversement, si on interdisait les déplacements, si on vivait dans une société où ça veut dire que si on naissait humain ou éléphant, on n'aurait plus le droit de se déplacer. Donc jamais, finalement, quelque part, on ne va pas accepter un contrat où si on est humain, si on est éléphant, quelque part, le déplacement serait quelque chose à proscrire. Donc, quelque part, même dans une société contractualiste, on accepterait un contrat où, quelque part, les insectes, le fait que les insectes se fassent écraser quand certains membres de cette société se déplacent ne serait pas vu comme une faute morale. Et dans l'éthique des vertus, là, c'est assez simple. Aucune vertu, bien sûr, va nous interdire de marcher, tout simplement, dans l'herbe. Donc ma conclusion, deuxième grande conclusion, c'est que la mort des insectes dans nos déplacements doit être assumée. Déplorable, mais assumée, et pas vue comme une faute morale. Cela dit, il nous revient d'améliorer la situation. Si les insectes sont des êtres qui sont capables de souffrir, et si les insectes sont des êtres qui sont capables d'avoir du plaisir, il nous revient, dans la mesure de nos moyens, d'améliorer la situation. Mais améliorer la situation des insectes ne doit pas aller au détriment de notre, je dirais, du respect minimaliste de notre bien-être à nous. Donc il y a bien sûr un effort, une prise en compte de la sentience possible des insectes, et nous devons agir dans la mesure de nos moyens pour améliorer quand même le sort des insectes sur Terre. Mais, vous voyez, cet effort que l'on doit faire dans un cadre antispéciste ne doit pas nous culpabiliser quand, par malencontreusement, nous tuons des insectes quand nous jouons dans l'herbe. Alors, je conclurai par une ouverture. Par une ouverture sur une autre question qui est sur la question de la biodiversité. Je ne sais pas si vous avez entendu, dans la société, il y a un certain nombre de personnes qui déplorent le déclin de la biodiversité dans notre société et qui vont se scandaliser de notre société, parce que notre société a entraîné une diminution du nombre d'insectes, autant en nombre d'espèces ou en nombre de populations d'insectes, et quelque part notre société serait responsable, dans un certain nombre de discours, serait fautive de cette diminution du nombre d'insectes dans le monde. Alors, à un premier degré, je veux dire, oui, non, mais il faut s'inquiéter de la baisse de la biodiversité parce que ça peut avoir des conséquences dommageables pour nous-mêmes ou pour d'autres espèces animales. Donc il y a bien sûr une inquiétude tout à fait légitime
d'une baisse de la biodiversité. Mais dans un certain nombre de discours que l'on entend de nos jours, ça va au-delà. C'est au-delà des effets indirects de la baisse de la biodiversité. Un certain nombre de personnes vont dire que la baisse, alors si j'en reste au niveau des insectes, la baisse du nombre d'insectes est en soi un problème. Et comme c'est nous qui sommes responsables de la baisse du nombre d'insectes, nous aurions commis une faute morale. La société doit se battre la coulpe puisqu'elle a entraîné cette diminution du nombre d'insectes. Alors, comme je vous l'ai dit, dans un cadre antispéciste, il faut prendre en compte, bien sûr, les êtres sentients. Et donc, il faut, comme un petit peu sur cette image que j'ai voulu montrer, il faut que nous apprenions à vivre en bonne compagnie avec les autres animaux. Il faut que nous soyons, vous voyez, accueillants avec les chats, les chiens, les cochons, les vaches, les poules, etc., etc., et que nous apprenions à cohabiter de façon la plus harmonieuse possible avec ces animaux qui partagent la terre avec nous. Mais ce que j'ai aussi voulu vous montrer, c'est qu'il ne nous est pas possible de cohabiter de façon harmonieuse avec l'ensemble du vivant. Vous voyez, il nous faut marcher dans l'herbe. Il nous faut construire des maisons pour nous abriter. Il nous faut construire des hôpitaux pour nous soigner. Il faut construire des routes entre les maisons et les hôpitaux. Il faut accéder, je pourrais continuer comme ça, mais il faut quelque part envahir les espaces naturels, tout simplement, pour qu'on ait un minimum de bien-être. Et à partir du moment où on laisse les enfants jouer dans l'herbe, et on construit des hôpitaux, etc., etc., on entraîne une diminution forcément du nombre d'insectes dans le monde. Et donc cette diminution, mais comme j'ai essayé de vous le montrer, cette diminution du nombre d'insectes dans le monde ne doit pas forcément être vue comme un problème moral. Ce n'est pas la société n'a pas commis une faute, ou c'est pas le signe qu'elle est dans une mauvaise direction par le simple fait qu'elle ait entraîné une diminution du nombre d'insectes dans le monde. Alors tout ça, vous voyez, ça montre une tension entre ce qu'on appelle l'éthique animale et l'éthique environnementale. Mais bien sûr, je ne vais pas aborder ce sujet aujourd'hui. C'est un autre débat pour un autre jour. Je vous remercie. Merci beaucoup, Thomas. Oups, je crois que je viens d'écraser un insecte. Non. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci. Est-ce qu'on m'entend ? Merci beaucoup Thomas pour cette présentation. J'avais deux petites remarques, s'il te plaît. La première, tu vas peut-être parler, peut-être que j'ai décroché 5 secondes à ce moment-là. Je crois qu'il est important aussi de se poser la question de la qualité de vie qu'ont les insectes dans la nature. Peut-être que si on apprend que la plupart des insectes ont une vie horrible et sont susceptibles de se faire manger à tout moment, c'est moins grave. Leur qualité de vie est globalement très positive. Et la deuxième remarque que je voulais faire, s'il te plaît, oui, c'est sur la distinction entre l'utilitarisme de l'acte et l'utilitarisme de la règle. Alors j'aurais plusieurs remarques à faire, mais juste celle-ci, pour ma prise de parole. Les règles qu'on doit suivre, je crois que ce ne sont pas celles qui, si elles étaient suivies par tout le monde, maximiseraient le bonheur. Mais c'est les règles, je dois agir d'après les règles qui permettent à mes actions de maximiser le bonheur. Puisque la plupart des gens ne sont pas utilitaristes. Donc je ne dois pas agir d'après les règles que tout le monde suivrait. Ils ne les suivent pas. Je dois aller agir d'après les règles que, si je les suis, eh bien, mes actions, globalement, produisent le plus de conséquences positives possibles. Je crois. Alors, la première remarque, elle est tout à fait juste. Si, bien sûr, les insectes ont une qualité de vie, on va dire, négative dans la nature, quelque part, la question du moral se pose moins, puisque finalement, on pourrait dire qu'ils auraient un intérêt à ne plus exister. Donc dans ce sens-là, quelque part, ça me rendrait la tâche plus facile. Donc maintenant, je me suis placé dans le
cas où les insectes avaient une qualité de vie qui était positive. Et donc à ce moment-là, on peut se poser la question morale finalement, est-ce que ça, le fait de mettre un terme à cette vie dont la qualité est positive ne pose pas un problème moral. Mais ça, je suis d'accord avec toi qu'il faudrait faire ces deux cas de configuration. Et alors, comme on n'a pas les moyens de les savoir, il faudrait quand même aussi mettre dans le débat l'incertitude sur cette situation. Dans le deuxième cas, je suis d'accord, ça, on rentre après dans les... Je pense pas, à moins que ça me contredise quelque part mon propos, je ne sais pas, mais ce que tu dis est tout à fait juste. Mais si je prends mon exemple du médecin, je veux dire, ma règle que je m'applique, c'est moi, si je soigne des patients, je ne vais pas regarder si je n'ai pas commis forcément une faute morale, c'est une fois j'ai soigné un psychopathe. La règle que je m'impose à moi, c'est de soigner les gens malades. Et en soignant les gens malades, quelque part, je maximise le bonheur. Et ça serait ça, là. Je pense, à moins, on en discutera après si tu veux, mais je n'ai pas l'impression que ça contredise, cette précision que tu apportes, réfute ou remette en cause ce que je disais d'une manière générale. Oui, moi, je voulais dire quelque chose par rapport à la question de l'utilitarisme de l'acte et de la règle. Cédric a dit pour une bonne part ce que je voulais dire. Simplement, c'est que je pense que d'abord, aujourd'hui, la plupart des utilitaristes sont des utilitaristes de l'acte. En fait, il y a une version de l'utilitarisme de l'acte qui a été promue par le philosophe Hare, qui parle d'utilitarisme à deux niveaux. Enfin, il y a toujours eu parmi les utilitaristes la reconnaissance de la nécessité d'avoir des règles pour se simplifier la vie, pour ne pas chaque fois essayer de refaire un calcul complet. Mais l'utilitarisme de l'acte, de toute façon, se base toujours sur l'idée de la probabilité, intègre la probabilité des résultats. Donc c'est pas simplement il faut être absolument certain qu'on va faire du bien, on prend en compte la probabilité des différents résultats. Et donc par ces deux considérations, le fait d'avoir un peu des règles générales pour ne pas refaire tous les calculs à chaque fois, et le fait de se baser sur les probabilités, ça rend un peu inutile ces questions d'utilitarisme de la règle qui, à mon avis, sont un peu caduques, qui sont mal définies aussi, parce que les règles, on ne sait pas très bien à quel niveau elles se placent. Si on se dit les règles, elles doivent forcément être des règles en fonction des circonstances, et les circonstances, la question c'est jusqu'où on va dans le détail des circonstances. Si on se permet d'aller jusqu'au bout dans le détail des circonstances, de toute façon on retombe sur l'utilitarisme de l'acte qui prend en compte tous les détails des circonstances. Si on ne le fait pas, en fait on est simplement en train d'appliquer le fait qu'on ne peut pas aller dans tous les détails parce qu'on est des êtres limités qui ne pouvons pas refaire tous les calculs à chaque fois. Donc finalement, l'utilitarisme de la règle, elle ne vaut pas très bien. Et alors, on peut se dire c'est juste une question technique, mais le résultat, c'est que dans ton exposé, par le fait de passer par l'utilitarisme de la règle, je trouve que tu aboutis à la fin à une conclusion que tu présentes comme, je dirais pas que tu la présentes comme certaine, mais enfin bon, tranquille, voilà, on n'a pas à se poser le problème d'écraser les insectes. Je trouve qu'il y a énormément d'incertitudes tout le long de ton exposé, l'incertitude sur la sentience des insectes, l'incertitude sur le fait de savoir combien ils souffrent quand on les écrase, parce quand on les écrase, c'est pas forcément la mort immédiate. Est-ce qu'ils souffrent beaucoup? Il y a l'incertitude sur la qualité de leur vie. Il y a l'incertitude sur le fait que la femelle moustique qui ne me pique pas va aller piquer quelqu'un d'autre. C'est pas du tout évident. Dans beaucoup de cas, elle aura du mal et elle va simplement pondre moins d'œufs au lieu de piquer quelqu'un d'autre. Donc il y a tout un tas de chaînes d'incertitudes. Je trouve que ta réponse qui est en oui ou en non, et qui est en fait en un non, moi j'écrase pas les moustiques, par exemple. Je pense que c'est un geste. Alors c'est pas exactement l'éthique de la vertu, mais je trouve que c'est un mauvais exemple.
Je trouve aussi qu'on a des attitudes souvent très cavalières envers les mouches. Je vois passer un peu les blagues sur les mouches. Moi, ça me déplaît un minimum. Je vois les mouches comme étant des êtres sentients, des êtres potentiellement sentients. Et je ne peux pas me dire que la mort d'une mouche, c'est quelque chose sur laquelle je vais avoir envie de rigoler. Quelque part, je trouve qu'il y a des attitudes qui ressemblent un peu à l'attitude de beaucoup de viandistes envers les animaux. Et ne serait-ce que pour ça, je préfère avoir une attitude, je dirais, bon, j'ai pas envie de parler de respect, de sacralité ou de trucs comme ça, mais de quelque chose quand même de l'ordre, il y a une certaine gravité dans ces questions-là. Et ta conclusion par sa simplicité me gêne quand même un minimum. Alors, pour répondre, c'était comme j'ai annoncé en début de conférence, c'était le parti pris, bien sûr, une conférence ma conférence était simplificatrice, puisque j'étais obligé dans le cadre d'un exposé, de simplifier, et de prendre le pari d'arriver à une conclusion quand même, pour faire quelque part avancer le schmilblick, comme on dit, et ne pas rester dans une position, finalement, où le problème, on ne résout pas le problème, où on n'avance pas par rapport au problème. Comme j'ai dit en début de conférence, l'intérêt, c'est de développer un raisonnement, de voir où ce raisonnement, d'abord, nous conduit, et ce raisonnement, comme tout raisonnement, bien sûr, est simplifié, et après, à partir d'avoir cette première trame de raisonnement, on complexifie, bien sûr, cette approche pour voir dans quelle mesure on doit nuancer le propos, et c'est ce que j'ai annoncé. Mais quelque part, voilà, ce que tu dis est tout à fait justifié, mais voilà, il me paraissait quand même intéressant, de faire avancer, d'avoir au moins une position intermédiaire à ce jour dans le cadre de l'exercice d'un exposé oral sur cette question. Merci Thomas. Ma petite expérience que j'expose, je pense que ça va parler à pas mal de personnes. En fait, la semaine dernière, j'ai tondu la pelouse et j'ai tué beaucoup de criquets. Et grâce à ta conférence, j'ai l'impression d'assumer et d'être finalement un petit peu déculpabilisé en fait. Mais je pense que c'est peut-être propre à chacun d'avoir finalement sa façon de voir les choses. Mais j'ai envie de poser la question, peut-être d'aller voir encore plus loin. Notamment de peut-être se poser la question pourquoi il y a autant de moustiques, pourquoi il y a autant de mouches. Voilà, on habite à côté peut-être d'un centre équestre, c'est éventuellement pour ça qu'il y a des mouches. Donc du coup, on est aussi responsable de créer autant de nuisances, on va dire, d'insectes. Dans ces cas-là, est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement poser la question, non pas juste tuer une mouche parce qu'elle nous dérange, mais éventuellement tuer beaucoup de mouches, ou j'irais même peut-être dans une autre idée, éventuellement de créer aussi d'autres insectes, c'est-à-dire faire naître d'autres insectes pour re-amener une biodiversité qu'on est en train de perdre, notamment chez les mammifères, chez les oiseaux. Alors, il y a deux éléments dans ta question ou remarque. Le premier, effectivement, il ne faut surtout pas en rester au niveau de l'acte individuel. Je suis confronté à une mouche ou un moustique. Qu'est-ce que je fais face à cette mouche ou ce moustique? Il faut penser le problème beaucoup plus global. En gros, dans quel monde je vis? Dans un monde où il y a une quantité donnée d'insectes. Est-ce que je ne pourrais pas agir sur ce monde pour que la quantité d'insectes soit différente et que même, comme je disais tout à l'heure, il faut trouver quand même, dans la mesure du possible, améliorer la situation globale des insectes. Finalement, c'est ça. Alors si, comme la remarque m'a été faite, si les insectes ont des vies misérables, c'est pas forcément très utile d'augmenter le nombre d'insectes sur Terre. Si les insectes ont des vies, ils jouissent de la vie, ce sont des animaux qui jouissent de la vie, on pourrait dire que c'est une bonne chose d'augmenter la biodiversité. Donc effectivement, ce que je n'ai pas fait ici, c'est une réflexion globale, mais là, on est justement dans une question qui friserait la question de l'éthique environnementale. Dans quel environnement voulons-nous vivre? Et voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les insectes... quelle serait la situation optimale en termes d'insectes dans le monde? En fonction de l'éthique que l'on a. Donc là, il y a une question tout à fait qui se pose. Maintenant, dans la deuxième partie de ta remarque, je ne sais pas, comme j'ai un peu évoqué à la fin, je ne sais pas si on a un intérêt à augmenter la biodiversité. Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on entend souvent, les gens disent il faut augmenter la biodiversité. Non, pour moi on n'a pas forcément à augmenter la biodiversité, c'est pas forcément, la biodiversité n'est pas quelque chose de bien en soi.
C'est-à-dire si on dit augmenter la biodiversité, d'abord jusqu'à où? Vivre déjà, la plupart des animaux n'aiment pas vivre dans un environnement où il y a trop de biodiversité. Je veux dire, nous, il y a trop de biodiversité, on vit mieux dans un endroit où il y a moins de biodiversité que dans un endroit où il y a beaucoup de biodiversité. Quand on construit sa maison, on diminue la biodiversité autour de soi. Donc, quelque part, là, ce qu'il faut chercher actuellement dans la société, c'est pas augmenter, comme on le dit, la biodiversité. Alors, il faut faire attention à ce qu'elle ne diminue pas trop, puisque là, il y a des problèmes pour l'ensemble des êtres sentients. Ce qu'il faut trouver, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est trouver la situation optimale en termes que ce soit de bien-être, de respect de la vie ou des individus. Là, il y a une situation à trouver. C'est sur ça qu'il faut réfléchir. Mais il ne faut pas se dire, je dois augmenter la biodiversité parce que la biodiversité, c'est bien. Ça, personne n'a montré que la biodiversité en soi était bien. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il serait mieux de vivre dans un monde où il y a moins d'insectes? Par exemple, on pourrait très bien imaginer que ça serait mieux pour les insectes et que ça serait mieux pour nous. On pourrait très bien imaginer cette situation-là. On peut imaginer l'inverse, mais voilà, il faut après rentrer dans des débats concrets, empiriques et techniques. Ça résonne là ou pas? Non. Parce que vous avez quand même évoqué le principe de précaution et l'idée que peut-être les insectes sont sentients, et du coup, est-ce qu'on pourrait considérer qu'on est dans une certaine urgence par rapport au fait qu'on développe les insectes comme des substituts à la viande? Donc, potentiellement, on va élever des milliards d'insectes. Est-ce que cette situation représente une situation d'urgence? Et est-ce que c'est vers la science qu'on doit se tourner pour résoudre la question de s'il faut oui ou non élever des insectes, c'est-à-dire est-ce que c'est des critères scientifiques sur lesquels on doit reposer nos actions? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, du coup, est un peu liée. C'est le lien entre esthétique et éthique. Et en fait, je me dis, voilà, une société dans laquelle on aurait des piles et des piles de cadavres, des grandes usines qui entreposent des insectes et tout. Ça peut nous choquer d'un point de vue esthétique. Et l'esthétique influe sur le ratio plaisir-souffrance, parce que vivre dans un monde qui nous choque d'un point de vue esthétique peut faire réduire le plaisir dans le monde. Et donc si c'est pas vers des critères scientifiques qu'on doit se baser, si on peut pas résoudre le problème de la conscience des insectes, est-ce qu'on peut se baser sur un critère esthétique, et sachant qu'il pose des limites dans le sens où peut-être il n'est pas universel et il n'est pas non plus il peut ne pas traverser les époques, il peut changer à travers les époques. Alors sur la première question. Oui, alors, comme j'ai essayé d'exposer, l'approche utilitariste diffère des autres approches par rapport aux fermes d'insectes. Donc, dans les autres approches, je dirais, elles auraient tendance toutes les trois à dire que nous n'avons pas à construire de fermes à insectes. Dans le cas de l'utilitarisme, j'ai essayé de montrer que c'est plus discutable. Et là, c'est une discussion d'ordre empirique. Et donc, effectivement, il faudrait se baser, là, je crois, un petit peu sur un certain nombre de données scientifiques. Est-ce que les insectes... parce que c'est tout bête, on parle toujours de la souffrance, il ne faut pas faire souffrir les animaux, mais il faut parler du plaisir aussi. Et on pourrait très bien imaginer qu'un insecte dans un milieu à bonne température, en ayant à manger, ait du plaisir. S'il est sentient, c'est qu'il est à la fois capable de souffrir et capable d'avoir du plaisir. Si un insecte a du plaisir, est-ce que c'est un problème de l'élever pour le manger? Bon, là, il n'y a pas de réponse absolue. Ça dépend un peu de l'éthique qu'on adopte. Et j'ai essayé de montrer que dans le cadre de l'utilitarisme, ça devenait envisageable. Maintenant, il y a la problématique, bien sûr, de l'incertitude. Et donc là, c'est des approches empiriques qui peuvent nous faire basculer d'un sens ou d'un autre. Donc voilà, on est un peu soumis, bien sûr, à des critères scientifiques, des critères sur la sentience, des approches scientifiques, il faut les prendre en compte.
Sur la deuxième question, c'est finalement le critère esthétique. Est-ce que le critère esthétique peut pallier, si je résume, à l'incertitude éthique d'une certaine manière? C'est est-ce que finalement, alors l'esthétique est forcément à prendre en compte, mais moi j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas trop la prendre en compte. Alors au sens, faut la prendre en compte puisque alors l'esthétique, c'est pour qui? Ça sera pour les êtres humains. Donc effectivement, alors ça dépend aussi toujours quelle éthique on aborde, mais il est pas bien de faire des choses que les humains trouvent moches, pour simplifier, ça diminue leur quantité de plaisir, ils préfèrent vivre dans un monde beau, donc autant perpétuer cette beauté du monde pour améliorer la situation des humains, donc ça c'est à prendre en compte. Mais en général, il faut toujours aussi penser aux autres, c'est-à-dire que, en gros, là en l'occurrence les animaux. C'est-à-dire que si on parle des insectes, si les insectes, s'ils jouissent de la vie dans une ferme, le fait que la ferme soit moche, c'est pas forcément un problème. Moche à nos yeux. Et puis la notion aussi d'esthétique, elle est variable beaucoup chez les êtres humains. Est-ce qu'une maison c'est beau ou pas? Je ne sais pas moi. Est-ce qu'une sculpture plantée là, au milieu de la forêt, c'est beau. Tu mets une sculpture quelque part, tu fais un trou, tu tues des insectes. Et puis, donc la question, la question est délicate et puis elle varie d'un individu à un autre. Donc je serais très prudent moi sur la question de l'esthétique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas la prendre en compte, mais il ne suffit pas de dire il faut préserver ce monde parce qu'il est beau. Sans prendre en compte les êtres qui sont impactés par le simple fait de vivre dans ce monde, il y aurait un oubli de l'éthique. Il faut voir le monde qu'on a devant nous, la façon dont il est constitué, comment sont impactés les êtres qui vivent dans ce monde. Et quand je dis les êtres, c'est les humains qui peuvent trouver beau telle ou telle chose, mais aussi les autres êtres sentients qui vivent dans ce monde. Et eux, finalement, le fait que nous, on trouve ça beau quelque part, quand on fait la balance, pour eux, c'est négligeable. Et il vaudrait peut-être mieux changer ce monde pour que ces êtres sentients souffrent moins ou vivent mieux d'une certaine manière. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu... Alors, dans le chat YouTube, il y a Ginabine qui a une question sur la quantité d'insectes tués dans le cadre de la production végétale industrielle. Donc cette personne demande, par principe de précaution, devrions-nous arrêter de manger des végétaux? Attends, je repose la question. Par principe de précaution, devrions-nous arrêter de manger des végétaux? Juste, là, c'est pas les insectes, là. Non. Alors, la question porte sur la quantité d'insectes tués dans le cadre de la production végétale industrielle. Ah, production végétale, non, la réponse est non, je dis... en gros, pour simplifier quand même, un élément central de ma conférence, c'est que il y a peut-être des éthiques qui vont dans ce sens-là, mais les 4 éthiques que j'ai essayé de mettre en avant ne préconisent pas notre mort. Après, on peut considérer, on peut avoir une autre approche, qu'il y a une éthique qui préconiserait notre auto-dissolution de la Terre, notre auto-disparition. On peut imaginer ça, tout est possible, mais ce que j'ai essayé là, dans les 4 éthiques que j'ai essayé de développer, elles prennent en compte quand même le bien-être au moins des êtres humains. Alors, elles intègrent aussi le bien-être des êtres sentients. Et donc, ne plus manger de végétaux, alors déjà qu'il ne faut plus manger d'animaux. Si on arrête aussi de manger des végétaux, notre fin est proche. Je ne sais pas trop sur quelle éthique appuyer cette recommandation. Merci pour ta conf. J'avais juste une question à propos du contractualisme, qui est une éthique, enfin une théorie morale que je connais pas très bien. Je me demandais, quand on applique le voile d'ignorance, est-ce qu'on doit prendre en compte la probabilité d'exister dans tel ou tel corps? Et en l'occurrence, vu qu'on a, je pense, infiniment plus de chances de naître dans un corps d'insecte que dans un corps de mammifère ou d'humain, est-ce qu'on ne doit pas accorder du coup une plus grande considération aux insectes dans le cadre du contractualisme? C'est possible, c'est possible. Je ne connais pas de travaux qui l'ont fait. Il y en a peut-être. En général, parce que les contractualistes ne travaillent jamais dans un cadre animaliste, ils se placent dans un cadre humain. Donc ils disent je peux naître homme ou femme, en gros, je peux naître riche ou pauvre, je peux naître
bangladeshi ou américain, je peux naître... Voilà. Donc c'est en gros ce genre de débat. Si on intègre les animaux, effectivement, les proportions sont très différentes. Et effectivement, ça pourrait nuancer. Alors est-ce que ça pourrait... Là, je ne sais pas, je ferais faire... Effectivement, je vois ce que tu veux dire. Est-ce que ça nuance ou est-ce que ça remet en cause certaines de mes conclusions? Je ne sais pas. J'aurais tendance à dire là rapidement, j'ai pas l'impression. Maintenant, je suis ouvert à un calcul. Voilà. Est-ce que voilà, en gros sur le cas, voilà, je peux naître insecte, donc quelque part je peux me faire écraser. Mais est-ce que ça même il y a beaucoup plus de chances que je naisse insecte que je naisse humain, puisqu'il y a beaucoup plus d'insectes. Mais bon, quand même, est-ce que ça vaut pas la peine, quoi? Je veux dire, c'est ouvert, quoi, parce que c'est au-delà, comme je disais, c'est pas uniquement les insectes. Bon, c'est aussi les animaux. C'est pas uniquement les humains, c'est les animaux qui ont un peu de masse. Globalement, même tous les animaux de plusieurs kilos sont beaucoup moins nombreux que tous les insectes qui existent. Mais en même temps, la plupart des insectes ne se font pas écraser non plus. Donc voilà, je ne sais pas. Je suis ouvert à une évaluation quantitative probabiliste de cette question. Alors, une autre question dans le chat YouTube. D'ailleurs, merci aux personnes qui nous suivent en live. Julien Demarque demande si on a une responsabilité d'améliorer la vie des insectes. Comment mesurer à quel degré cette responsabilité existe? Doit-on être un moine jaïniste ou être un consommateur insouciant? Si on peut trouver un intermédiaire, c'est pas mal. Moi, je pense, il faut pas. Je ne préconiserai jamais l'insouciance. C'est comme je disais un peu aussi pour répondre à ce que disait David. David disait qu'on était quand même, lui, il est dans une situation beaucoup plus d'incertitude et il me trouvait très tranché dans mes conclusions. C'est vrai. Mais j'ai quand même là un élément dans mon intervention, j'ai quand même souligné qu'il nous revenait, dans la mesure de nos moyens, d'améliorer la condition de vie des insectes et même d'éviter de les tuer. Ça fait partie. Mais ce que j'ai voulu laisser entendre, c'est que il ne faut pas que cet effort en faveur des insectes qu'on pourrait faire, autant de leur qualité de vie que la diminution du nombre de morts, il ne faudrait pas qu'elle aille jusqu'à miner notre existence. Parce que si on applique un peu trop le raisonnement il faut faire attention aux insectes, si on pousse aussi la logique, on pourrait en venir finalement à miner complètement notre existence et à interdire aux enfants de jouer dans l'herbe quelque part. Et je disais aussi, on va interdire aux êtres humains de construire des hôpitaux, interdire parce que finalement il y a un risque. Et que si le poids de la prise en compte des insectes devient trop forte, elle va miner notre propre existence. Et donc autant je prends en compte l'incertitude que mettait en avant David, mais autant je veux dire, il ne faut pas que cette incertitude mine nos efforts de réaliser quelque part sur cette terre un monde meilleur. Et on ne réalisera pas un monde meilleur sur cette terre sans quelque part occuper un peu d'espace sur cette terre. Et si on vit toujours avec une peur au ventre d'écraser le moindre insecte, on va à peine construire une maison, à peine construire un hôpital, on ne fera plus rien quelque part. Et voilà, et donc quelque part on pourrait l'appeler pas un hymne à l'initiative, mais voilà, c'est ça que j'ai voulu dire. Il y a des choses à faire sur cette terre pour améliorer le monde, et on n'améliore pas le monde sans marcher dans le monde, quoi. Et donc, marchons dans le monde, quoi, un petit peu, si je pouvais résumer rapidement mon propos. Alors, je sais qu'il y a encore pas mal de questions, mais malheureusement, on va devoir arrêter le live maintenant. Donc, éventuellement, si vous voulez poser vos questions hors live dans la salle, c'est encore possible. Mais merci en tout cas, Thomas, d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous. Et à bientôt pour la prochaine conférence.